collision, hein, c'est ce qu'on appelle l'anatexie crustale. Alors, cette collision, elle va avoir une autre roche-mère. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a fait fondre, c'était des péridotites, hein, que ce soit à la dorsale, que ce soit au rift continental, au point chaud ou en subduction. C'était toujours la péridotite qui fondait. Et d'ailleurs, elle donnait du coup un liquide basaltique. On verra, on expliquera pourquoi. Du coup. Alors ici, je suis en collision. Donc ici, j'ai un diagramme pression-température. Je retrouve ici ma profondeur, hein, sur le côté du coup gauche. Sur l'ordonnée qui est à droite, j'ai l'équivalence est en kilobar, en gigapascal. Donc vous avez l'équivalence ici d'un kilobar et d'un gigapascal. Hein, donc ici, vous avez la pression. Et en abscisse, en fait, vous avez la température. On vous a représenté deux solidus, le solidus anhydre et le solidus hydraté, hein, saturé en eau. Hein, donc, en gros, le solidus pour une roche qui serait avec beaucoup de H2O. Par contre, attention, il ne s'agit plus cette fois-ci d'un diagramme pression-température pour la péridotite, mais on vous a donné pour une pélite. Une pélite, c'est une roche sédimentaire détritique à grains très fins qui est consolidée et qui est formée en fait de minéraux argileux, de quartz et de mica. En gros, c'est une roche qui a la composition à peu près de la croûte continentale. Et j'ai tracé du coup un trait à 30 km de profondeur qui correspond au Moho. Donc, et j'ai tracé aussi le géotherme en bleu. Donc ça, c'est le géotherme d'une croûte continentale qui est pénéplanée, donc autrement dit, qui est à l'équilibre d'un point de vue isostatique et donc qui est à 30 km d'épaisseur. Bon, ce qu'on voit, c'est que globalement, on voit que nos conditions géologiques pour une croûte continentale classique, normale, qui répondrait au PREM, ne dépasse jamais le solidus, hein, ni le solidus anhydre, ni le solidus saturé en eau, hein, c'est-à-dire une pélite qui serait riche finalement en eau. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas former de magma. Dans les zones de collision, ce qui va se passer, c'est que quand on a une collision, vous allez avoir un épaississement de la croûte continentale. On avait vu qu'il y avait en surface la formation de chaînes de montagnes et qu'en profondeur, on formait en fait ce qu'on appelait une racine crustale. Hein, par exemple, si vous allez au niveau des Alpes, certes, on a des chaînes de montagnes, des montagnes qui vont jusqu'à 4000 mètres, mais on a en dessous une racine crustale, hein, puisque le Moho est autour de moins 60 km. Donc, ça veut dire qu'on a une croûte continentale qui est épaissie et qui est épaissie, allez, on va dire autour de 60 km. Alors, ce qui va se passer, c'est que regardez le géotherme. Le géotherme, je l'ai mis en rouge. Je l'ai pas, en fait, j'ai pas prolongé simplement le géotherme bleu. En fait, j'ai tracé un géotherme qui est un petit peu plus important. On voit bien hein, que pour une même variation de profondeur, par exemple 10 km, j'atteins une température qui est un petit peu plus forte. Alors, comment on peut expliquer que ce géotherme soit un peu plus important au niveau des zones de chaînes de montagne qu'au niveau d'une plaine, d'un bassin qui serait avec une croûte continentale pénéplanée? C'est tout simplement parce que cette croûte continentale, c'est celle qui contient le plus d'éléments radioactifs. Hein, on avait vu le thorium, l'uranium, hein, et ces éléments radioactifs, c'est eux qui produisent la chaleur. Et donc, en épaississant finalement la croûte, comme c'est elle qui est génératrice finalement d'énergie thermique, elle va avoir tendance à plus chauffer. Hein, et donc, du coup, vous avez un gradient qui est un petit peu plus fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à un moment donné qu'on recoupe. Alors, on voit que nos conditions, en fin de compte, au niveau d'une chaîne de montagne, sont très, très loin du solidus anhydre. Donc, ça veut dire que des roches qui n'auraient pas d'eau, elles peuvent pas fondre parce qu'on est quand même très, très loin. Sauf que quand on a fait une collision, on a fait des chevauchements. Hein, et on a du coup ramené du matériel qui était en surface, hydraté et qui ont été plongés en profondeur. Donc, on a apporté finalement un matériel qui va être hydraté. Ça veut dire qu'il ne faut plus considérer le solidus anhydre, mais il va falloir considérer du coup le solidus hydraté. Et là, dans ce cas-là, on voit que toute la base de la chaîne de montagne peut fondre. Hein, on voit que la fusion, elle
elle est autour de entre 60 km de profondeur. Et on voit que ce taux de fusion, hein, si on extrapole, si là on serait à 100% au niveau du solidus, ah non, ce serait au niveau du liquidus, donc on l'appelle liquidus, mais il serait à peu près par là. Hein, mais on voit qu'on va pouvoir atteindre quand même quelques pourcents, hein, de fusion partielle. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne ceci, hein, c'est-à-dire que la base, donc là, on a représenté en fin de compte, là, si je prends cette diapositive-là, en fait, on serait du coup ici, hein, au niveau de la racine crustale, hein, donc juste au-dessus du mot. Et ben dans cette zone-là, on va avoir en fait un mélange, l'apparition d'un magma, hein, donc avec une partie du coup, donc il y a une fusion partielle, donc ça veut dire qu'il y a une partie de la racine crustale qui a donné un magma, et puis il y a une partie, bien évidemment, il y a des minéraux qui n'ont pas fondu, donc il y a une restite. Et ben si le magma en fait reste en profondeur avec sa restite, donner une roche que vous allez étudier l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle la migmatite. Par contre, ce qui va se passer le plus souvent, c'est que le magma va être collecté. Hein, donc ici, on voit que le magma en fait va être collecté. Donc le magma, il est représenté par les petites croix, hein, et il va partir, il va former ce qu'on appelle un pluton qui va se détacher des migmatites et qui va venir en fin de compte comme ça s'élever du coup dans la croûte continentale et à un moment donné va se stabiliser, va refroidir et ça donnera du coup une roche magmatique. Donc à la base au niveau de la racine crustale ici, on va avoir des migmatites et à l'intérieur, plus au-dessus, on va avoir des plutons qui vont s'installer. Alors voilà du coup. Alors on va expliquer, on expliquera ça, on fera un exercice dessus. Mais quand vous faites fondre en fait une pellite, c'est-à-dire quelque chose qui est constitué de minéraux argileux, de quartz et de mica, donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une péridotite. Et ben vous allez former un magma qui sera beaucoup plus acide, beaucoup plus riche en SiO2. Et quand il refroidira, il donnera en fait un pluton granitique. Et d'ailleurs, même un granit qui sera constitué de mica blanc et qui sera particulièrement clair, hein, on appelle ça du coup un leucogranite, on l'avait vu du coup en TP. Alors, cette diapositive-là, elle illustre qu'un autre phénomène qui interviendra lors de la collision, enfin à la fin de la collision, et qui va amplifier le phénomène de fusion partielle. Alors là, ce qu'on vient de détailler, hein, cette fusion partielle qui a été modélisée ici dans ce diagramme pression-température, c'est ce qu'on appelle l'anatexie, hein, l'anatexie crustale. Et ben, il va y avoir encore plus de fusion à cause de ce qu'on appelle l'effondrement gravitaire de la chaîne. Donc là, si je reprends en fin de compte ce schéma-là, je vois ici que je suis en début de collision, hein, avec des forces latérales, donc des forces de convergence qui sont en bleu et qui sont beaucoup plus fortes que la force verticale qui est due à la gravité. Donc, on voit qu'on a des chevauchements qui sont créés et on va épaissir du coup la croûte continentale, hein, et donner du coup une chaîne de montagne et une racine crustale grâce à ces chevauchements. Le fait de développer du coup des chaînes de montagne et une racine cristale, ça va générer en fait des forces verticales, ça va amplifier les forces verticales qui vont tendre à aplanir finalement, à faire effondrer la chaîne de montagne. Ça, c'est simple à comprendre. Si vous prenez des Lego et que vous montez une montagne de Lego, et ben plus vous montez et plus vous avez des chances, des risques que votre montagne s'effondre, tout simplement parce que vos forces verticales de volume de plus à force augmentée vont faire qu'elles seront aussi fortes que les forces latérales, aussi fortes que la tectonique. À ce moment-là, la chaîne de montagne, elle a atteint son épaisseur maximale. Elle est à son apogée, entre guillemets. Et d'ailleurs, même, généralement, on commence à voir déjà un début d'effondrement au centre de la chaîne. Mais à la fin, ce qui va se passer, c'est que les forces de volume vont être plus importantes que les forces latérales, les forces tectoniques, et la chaîne va littéralement s'effondrer. En fait, ce qu'on voit, c'est que, vous verrez ça avec Monsieur Cross, les chevauchements vont rejouer, mais ils vont rejouer dans le sens inverse, et ils vont donner des failles normales, et la chaîne va du coup s'effondrer. Quand il y aura du coup l'effondrement
qui sera aussi d'ailleurs amplifié par le phénomène d'érosion et du réajustement isostatique, et ben on voit bien que les péridotites qui sont, enfin en tout cas les roches qui sont ici au niveau de la racine crustale, et ben vont pouvoir remonter. Donc ça veut dire qu'on va avoir une baisse de la pression, alors que la température va rester relativement importante, et du coup on va avoir une fusion par décompression adiabatique, hein, qui va amplifier du coup le phénomène d'anatexie. Est-ce qu'il y a des questions sur du coup, sur toute cette partie-là, sur ce grand A? Pas de questions? Est-ce que vous voyez toujours mon diaporama? Je me suis déconnecté. Oui. Oui, c'est bon. Alors, on va passer du coup à l'exercice, à des notions de diagramme de phase. Donc ça va nous occuper pendant 3 jours. Donc hier, demain, aujourd'hui, puisque vous avez l'exercice 2, et puis demain, vous aurez un exercice 3 à faire. Donc, dans le cadre, on va s'intéresser pour l'instant dans le cadre d'une fusion partielle. Donc, on va manipuler ces diagrammes de phase dans le sens d'une fusion et non pas d'une cristallisation. Ça, on le fera dans le grand 2. Et cette fusion partielle, elle va nous donner du coup un liquide. D'ailleurs, ce liquide, on l'appellera le liquide primaire. Et on va voir qu'il n'a pas la même composition que la roche-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais fondre en fait une péridotite, eh ben, j'obtiens pas un liquide de péridotite. J'obtiens un liquide de composition différente. Alors pourquoi? Alors c'est tout simplement parce que ma péridotite, eh ben, c'est en réalité pas un corps pur. Alors le plus simple, l'exemple que je vous ai pris dans le cours, c'est si je prends un glaçon qui est un corps pur, la glace, le solide, c'est H2O. Et si je fais fondre à 50% ce glaçon, ben, j'obtiens un petit glaçon qui reste de la même composition que le glaçon initial, c'est-à-dire c'est toujours H2O. Et j'ai obtenu un liquide qui est de l'eau liquide et qui a comme formule H2O. Donc, si je fais fondre un corps pur, même si je fais une fusion partielle, mon liquide et mon solide résiduel, autrement dit, mon liquide, l'équivalent de mon magma, et mon solide résiduel, c'est-à-dire mon équivalent de restite, eh ben, ont tous la même composition. Ont la même composition que le solide initial, c'est-à-dire le glaçon, dans mon analogie. Eh ben, pour une roche, c'est différent, parce qu'une roche, c'est en réalité un assemblage de corps purs. C'est-à-dire que ma péridotite, eh ben, on voit des minéraux verts, ce sont les olivines. On voit des minéraux qui sont plus foncés, ce sont en fait les pyroxanes. Et puis, dedans, il peut y avoir aussi une phase alumineuse, comme par exemple les minéraux plagioclases. Et ben, chacun de ces minéraux-là, ce sont des corps purs qui n'ont pas la même température de fusion, qui vont pas fondre en même temps. Donc, ça veut dire qu'à cause du fait que ce soit l'assemblage, que ce soit un mélange de corps purs, et ben, le liquide qu'on va former, n'aura jamais la composition de la péridotite. Pour avoir la composition de la péridotite, il faudrait faire une fusion totale. Si effectivement je transforme toute la péridotite en liquide, ben mon liquide, il a la même composition que le solide initial. Mais comme je serai toujours qu'en fusion partielle, on a vu que au maximum on serait à 20, 25, 30% de taux de fusion, et ben notre liquide, il n'aura jamais la même composition que la roche-mère. Il va avoir une autre composition. On verra d'ailleurs qu'il a une composition en fait de basalte. Est-ce que cette notion-là, elle est comprise? Fusion d'un corps pur et fusion d'un assemblage de corps purs. Alors, du coup, pour modéliser en fait ces fusions, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise ce qu'on appelle des diagrammes de phase. Alors, pour réaliser un diagramme de phase, c'est simple. En fait, alors on va pouvoir étudier des diagrammes de phase binaires. Donc, ça veut dire qu'on fait un mélange de 2 minéraux. Et on va aussi étudier au programme des diagrammes de phase ternaires, c'est-à-dire qu'on fait un mélange de 3 minéraux. Donc, on fait soit un mélange de 2 corps purs, soit on fait un mélange de 3 corps purs. Et ce que font du coup les géologues, c'est qu'ils prennent par exemple 2 minéraux, ils déterminent par exemple un mélange. Par exemple, ils prennent je vais prendre par exemple l'exemple que vous aviez. Par exemple, ils prennent le minéral albite et le minéral anorthite. Et par exemple, ils font un mélange à proportion égale 50% d'albite et 50% d'anorthite. Et ils montent en température.
Donc, il monte en température, donc 1000 degrés, 1050, 1100, 1150 et ainsi de suite. Et à un moment donné, à une température donnée, ils vont voir la première goutte de liquide arriver. Donc, on voit apparaître la première goutte de liquide. Ils notent la température. Ça veut dire que là, on démarre la fusion. Ça veut dire que mon mélange, il a atteint ce qu'on appelle le solidus. Et il continue la fusion. Il continue la fusion. Et à un moment donné, eh ben, il va y avoir la disparition de tout le solide, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que du liquide. Ça veut dire qu'à cette température-là, eh ben, ils auront la température du liquidus pour le mélange donné 50-50. D'accord? Et si ça, ils l'ont fait pour la proportion 50-50, mais ils vont refaire la même expérience, mais cette fois-ci, en changeant la proportion, par exemple, ils vont mettre 60% d'anorthite et 40% d'albite. Et donc, du coup, ils seront ici dans le diagramme et ils refont la même chose et ils vont trouver une nouvelle température du solidus et une nouvelle température du liquidus et ainsi de suite pour toutes les proportions possibles du mélange. Et à un moment donné, ils vont pouvoir relier les points et tracer du coup le liquidus et le solidus. Par contre, ils ont fixé une condition, c'est qu'ils ont fixé la pression. Donc, par exemple, ici, le diagramme, il a été fait à la pression atmosphérique qui est de 10 puissance 5 pascal. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des diagrammes, ce qu'on appelle des diagrammes isobars à une pression donnée. On peut très bien faire ce diagramme et appliquer du coup sur mon échantillon une pression plus importante pour être plus représentative des conditions géologiques. Et du coup, ils obtiennent du coup un diagramme de phase. Donc, nous, dans un premier temps, on va étudier. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur la réalisation? Est-ce que vous avez compris le principe pour déterminer, pour obtenir les diagrammes de phase? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va nous étudier. Du coup, on va se lancer d'abord dans des diagrammes binaires. Donc, hier, vous aviez un diagramme binaire, donc ça veut dire un mélange de deux minéraux à réaliser, à étudier. Aujourd'hui, il y en a un nouveau diagramme binaire à étudier et demain, ce sera un diagramme ternaire, donc ce sera un petit peu plus difficile. Donc, premier cas, le cas d'un mélange de minéraux, mais qui forme en fait une série isomorphe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série isomorphe? En réalité, entre mes deux pôles, entre mes deux extrémités de mon diagramme ternaire, en réalité, il y a une quantité, il existe en fait des intermédiaires de composition, il existe des minéraux avec des compositions intermédiaires. Alors, j'explique, je vais prendre un exemple. Par exemple, si je prends les olivines, c'est une famille en fait de minéraux et qui va s'étaler entre deux pôles. En fait, il existe des olivines qui sont magnésiennes, qui ont une formule Mg2SiO4, et il existe un autre pôle, le pôle ferreux, où là, on aura du coup une formule F2SiO4. Et donc, mes olivines, de façon générale, a une formule MgX F2-X SiO4. Et X est compris entre 0 et 2. Donc, si je mets X égale à 0, j'obtiens Mg0, donc il n'y a plus de magnésium, F2-0, donc ça fait F2SiO4. J'obtiens la formule du pôle ferreux, le minéral qu'on appelle fayalite. Si par contre je mets 2, X est égal à 2, je prends l'opposé, je vais me retrouver avec Mg2, Fe à 0, il n'y aura plus du coup de fer, SiO4, j'aurai du coup le pôle magnésien et les olivines magnésiennes, purement magnésiennes, s'appellent la forstérite. Et entre les deux, vous avez un certain nombre de minéraux qui ont des compositions intermédiaires. Donc, en gros, tous les minéraux qui ont comme formule Mg2SiO4 jusqu'à Mg 1,8 Fe02 SiO4, c'est du coup de la forstérite. Donc, on considère que c'est le minéral forstérite. Par contre, dès aussitôt qu'on est à moins de 1,8 de Mg et jusqu'à 1,4 de Mg, on aura la chrysolite, etc. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, par exemple, 50% de forstérite et 50% de fayalite que je fais fondre, donc mon liquide, tous mes atomes vont se mélanger. Et si je refroidis,
eh ben, je vais obtenir quelque chose qui aura la formule de Mg, du coup, Mg1, si vous voulez, Fe1 SiO4. Et ben, donc Mg1 SiO4, et ben, ça fait du coup, on serait ici, on serait au milieu. Ça nous donnerait du coup un minéral aliosidérite. C'est-à-dire qu'en gros, eh ben, mes deux minéraux, quand je les fais fondre et que j'obtiens un liquide, et quand je le refroidis, eh ben, mes deux minéraux, ils sont miscibles. Ils ne redonnent pas de la fayalite et de la forstérite. Autrement dit, j'ai comme une série de minéraux entre mes deux pôles. Est-ce que c'est compris, cette série isomorphe? Est-ce que vous avez compris la notion? Alors, pour l'instant, ça peut paraître un peu obscur parce qu'on n'a pas fait justement le diagramme binaire que vous allez faire aujourd'hui, qui est justement un diagramme binaire entre deux corps purs qui ne seront pas miscibles à l'état solide. C'est-à-dire que quand on fait une fusion, par exemple, je vais dire n'importe quoi, du diopside, qui est un pyroxène, et de l'anorthite, qui est un plagioclase, et ben, quand on fait fondre, on obtient un liquide qui est miscible. Hein, on n'a pas deux phases dans le liquide. Et quand on refroidit, eh ben, on redonne les deux minéraux, ils se reséparent, entre guillemets, alors que là, ben non, ils donnent un composé intermédiaire. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un diagramme de phase? Eh ben, ça donne un diagramme de phase qui va avoir du coup une allure un peu particulière. Hein, donc, cette série isomorphe, là, vous avez la série isomorphe des olivines, mais hier, on avait vu, et on avait déjà vu précédemment, une autre série isomorphe, c'est celle des feldspath-plagioclases qui sont entre deux pôles, un pôle sodique et un pôle cassique. Et ben, le diagramme de phase, c'est donne un diagramme de phase en œil de chat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle eutectique. Donc, vous allez voir ce que ça veut dire aujourd'hui avec l'exercice 2, ce que c'est qu'un eutectique. Et du coup, et ben, quand on a ce genre de type de diagramme-là, et ben, ça veut dire qu'on a affaire à une série isomorphe. Autrement dit, on a affaire à un mélange de minéraux qui sont miscibles à l'état solide et qui du coup donnent un composé de composition intermédiaire et non pas deux minéraux séparés. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions? Un peu difficile. Alors, la première question que vous aviez à faire, c'était de légender les deux courbes et les trois domaines du diagramme. Donc ici, eh ben, j'obtiens du coup, j'ai effectivement deux courbes. Une courbe qui est en verte. Cette courbe en verte, c'est simple. Eh ben, c'est le solidus. Donc, c'est-à-dire que c'est la courbe qui va marquer le début de la fusion ou la fin de la cristallisation. Et l'autre courbe est le liquidus. C'est-à-dire que si je prends dans ce sens-là, ça va marquer la fin de la fusion, ce sera la fusion totale. Et si je prends dans l'autre sens, ça va marquer finalement le début de la cristallisation. Nous, aujourd'hui, on va le prendre dans le sens d'une fusion, c'est-à-dire qu'on va monter en température, on ne va pas refroidir, on va chauffer, quoi. En dessous du solidus, je suis à l'état solide. Hein, donc, ça veut dire que mon mélange, il sera complètement solide. Au-dessus du liquidus, je suis à l'état liquide. Et entre les deux, je suis à un mélange solide et liquide. Ici, si je me place tout au bout en fait de l'axe des abscisses, eh ben, je suis avec un des minéraux qui a servi pour faire le mélange, c'est l'albite. Hein, donc, le feldspath plagioclase sodique de formule NaAlSi3O8. Et on voit, regardez, bah, que le solidus et le liquidus arrivent au même point. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai que de l'albite et si je le fais fondre, et ben, à un moment donné, à 1110 degrés, je vais avoir une fusion de cette albite et je vais pouvoir fondre entièrement cette albite avec une température qui sera constante, hein, 1110 degrés. Ça veut dire que ça, c'est la définition d'un corps pur. Si vous prenez par exemple l'eau, et ben mon eau, elle fond à 100 degrés, par exemple pour une pression atmosphérique d'une atmosphère, et ben c'est un corps pur. Hein. Par contre, si on imaginait faire un mélange d'eau et de beurre, et ben ce serait un mélange hétérogène. Et ben il y aurait quelque chose qui va fondre
non, j'ai dit n'importe quoi, fond à 100 degrés, n'importe quoi, ça fond à 0 degré. Hein, et ben dans mon mélange, j'aurai, si j'imagine que je congèle du beurre et de l'eau, et ben je vais me retrouver avec quelque chose qui va fondre. Ou par exemple, tiens, je vais prendre autre chose. Je vais prendre deux corps qui sont miscibles. Je vais prendre par exemple de l'huile et du beurre. Ce sont deux corps gras qui donnent quelque chose qui sont miscibles. Et ben imaginez, je congèle du coup dans un tube à essai un mélange d'huile et de beurre. Quand je vais le retirer de mon congèle, et ben je vais d'abord avoir l'huile qui va fondre. Et puis après, j'aurai le beurre qui va fondre, hein, puisqu'à température ambiante, mes huiles végétales sont liquides alors que mon beurre est solide. Et ben ça, si justement j'ai deux températures de fusion, ça veut dire que j'ai pas à faire un corps pur. Là, l'albite, et ben j'ai la même température de fusion, ça veut dire que c'est un corps pur. L'anorthite, c'est la même chose, sauf qu'on voit que sa température de fusion est beaucoup plus élevée. Pour un corps pur, du coup, la température de fusion est égale à la température de cristallisation. Ça veut dire que le changement d'état se fait à température constante. On voit qu'entre mes deux pôles de corps purs, eh ben, j'ai des composés qui ont des compositions intermédiaires. Je vois que j'ai des noms, oligoclase, andésine, labrador, bisosnite. Eh ben, ce sont des noms justement de composés intermédiaires, c'est-à-dire que j'ai des minéraux qui sont capables de se former. Si par exemple je prends de l'anorthite et de l'albite en proportion égale, que je fais fondre, donc je suis à 50%, je fais fondre, j'obtiens un liquide, et si je le fais refroidir, eh ben, je vais pas obtenir de l'albite et de l'anorthite, je vais obtenir en fait un minéral hein, qui sera, alors s'il a un tout petit peu plus de Ca, qui sera le labrador ou qui sera de l'andésine. Alors, si je prends du coup pour un composé intermédiaire, eh ben, je vais avoir un changement d'état qui va se faire au fur et à mesure d'une augmentation ou d'une diminution de la température, puisqu'on voit que le liquidus et le solidus, pas comme mes corps purs, ne sont pas au même endroit, n'ont pas la même température. Alors, dans votre exercice, en fait, vous aviez à faire une question. Je suis en train de prendre le poli, c'est pour ça que je. Il fallait du coup décrire le devenir d'un solide de composition AN60. Alors déjà, vous faites attention de bien placer ce solide. Si je suis ici, ça veut dire que j'ai 100% d'anorthite et 0% d'albite. Si je suis de l'autre côté, je suis à 100% d'albite. Tu peux prendre. Et 0% du coup d'anorthite. Donc, si je veux 60% d'anorthite, ça veut dire qu'il faut que je sois plus proche du pôle anorthite. Et ben, je suis ici. Donc, ce point-là, je peux le décrire de deux façons. Soit c'est AN60, 60% d'anorthite, ce qui veut dire forcément qu'on a 40% d'albite. Soit je peux dire que c'est albite 40, 40% d'albite et donc 60% d'anorthite. Ce mélange, donc à 40% d'albite et 60% d'anorthite, un de ces deux minéraux, qui sont des corps purs, je le monte en température. Donc, du coup, mon point va se déplacer dans mon diagramme de phase. Et là, pour l'instant, pendant tout ce trajet-là, eh ben, mon mélange, il est solide. Et puis, à un moment donné, il arrive, du coup, au solidus. Il arrive à une température qui est de 1310 degrés. Ça veut dire que quand j'atteins mes 1310 degrés, et ben là, j'ai atteint le solidus, ça veut dire que je vais commencer la fusion. Je vais avoir la première goutte de liquide. Donc, quand on vous disait quelle est la température à laquelle débute sa fusion, et ben du coup, la température de début de fusion, c'est 1310 degrés. Quelle est la composition de cette première goutte de liquide? En fait, le point que j'ai ici, c'est mon mélange. Et la première goutte de liquide, eh ben, je vais le lire du coup sur le liquidus. C'est-à-dire que ce point ici, je vais le projeter du coup horizontalement sur le liquidus. Et du coup, je vais avoir la composition de la première goutte de liquide. On voit que cette composition, c'est à peu près AN22, ou on peut dire aussi AB, hein, à l'albite 78. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir un liquide qui aura 22% d'anorthite et 78% d'albite. Est-ce que pour l'instant tout le monde suit? Pas de questions?
Alors maintenant, je vais continuer donc je suis ici, je vais continuer à augmenter la température. Donc mon mélange, il serait ici. Par contre, si je prends un point qui est là, ça veut dire que si je veux la composition du liquide, il faut que je le projette horizontalement sur le liquidus. Donc ça veut dire que mon liquide, il va suivre ce trajet-là. C'est-à-dire que mon liquide, au début, il était AN22, mais progressivement, il va s'enrichir en anortite, donc il va passer à AN23, 24, etc., etc., à 25, etc. Et à un moment donné, eh ben, il va arriver là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la même composition que le mélange initial, il va être AN60. Ça veut dire que là, à ce moment-là, eh ben, j'ai fini la fusion. La fusion a été totale. En fait, mon mélange, mon point, il a monté, 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 monté comme ça en température. Et à un moment donné, on est arrivé à une température qui correspond au liquidus, c'est-à-dire qui correspond à la fusion totale. Donc là, tout ce trajet que j'ai mis en rouge, c'est l'évolution finalement de la composition du liquide durant la fusion. Et ma fusion, du coup, la température où se termine la fusion, eh ben, elle est donnée du coup par le liquidus. Hein, donc ici, je suis à 1470 degrés pour la fin de la fusion. Et si je continue l'histoire, eh ben après, pendant cette fusion, j'ai mon liquide qui est devenu de plus en plus important, c'est-à-dire qu'au début, j'étais à 100 de fusion, puis 1, puis 2, puis à la fin, je suis à 100% de fusion. Ça veut dire qu'en gros, j'ai tout fondu. Et donc, pendant ce temps-là, eh ben, mon solide qui reste, mon solide résiduel, son volume diminue. Donc, au début, c'était 100% de solide, et puis progressivement 99, 98 et ainsi de suite, et jusqu'à tendre vers 100%, jusqu'à tendre vers à 0% de solide, c'est-à-dire le dernier grain qui fond, il avait cette composition ici. D'accord? Situé là. Donc là, j'ai l'évolution du coup de la restite, hein, c'est-à-dire du solide résiduel durant la fusion. Et tout à la fin, eh ben, la composition du dernier grain de la restite, eh ben, il est ici et il est très proche du pôle anortite, hein, à peu près à N87, on peut dire aussi albite, anortite 87 ou albite 13%. Et une fois que j'ai fini ma fusion, eh ben, mon liquide, qui est bien évidemment à la même composition que le solide initial, hein, puisque j'ai tout fondu, eh ben, va monter en température et ne va plus bouger. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième question? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? Donc voilà, donc ici, pour la lecture de ce diagramme, on est bien en fusion puisque j'augmente la température, que je vais franchir le solidus puis le liquidus. Donc c'est bien l'utilisation d'un diagramme de phase en fusion. Au tout début, quand je suis que dans la phase solide, eh ben, j'ai que du solide et du coup, il n'y a pas de raison, il monte en température, mais il garde la même composition à N60. Et puis à un moment donné, eh ben, quand je rentre dans ce domaine-là, j'ai à la fois du solide et à la fois du liquide. Le liquide, il aura cette évolution-là en termes de composition. Le solide qui va disparaître, eh ben, il aura du coup, enfin, qui va être de moins en moins important dans le mélange. Il va avoir une évolution, il va avoir ce trajet-là pour son évolution, d'accord? Et à un moment donné, quand on sera à 1470 degrés, la fusion aura été totale, il n'y aura plus de solide et il n'y aura plus que de liquide qui sera revenu du coup qui aura la même composition que le solide initial, puisqu'on aura tout fondu. Alors, on vous demandait déterminer le taux de fusion à 1400 degrés. Alors oui, tiens, j'avais mis une animation, c'est pour ça qu'il y avait deux fois. Donc voilà, regardez, là, le solide monte en température. Là, on a la première goutte de liquide. Là, on a l'évolution en même temps du liquide et du solide. Donc le liquide qui devient de plus en plus important, le solide qui devient de moins en moins important. Et puis là, on n'a plus que du liquide, on est à 100% de fusion. Alors pour maintenant, le taux de fusion à 1400 degrés. Donc 1400 degrés, on est là. Donc ça veut dire que si je devais représenter mon mélange, le point serait là. Et du coup, j'obtiens deux segments. Un segment vert que j'ai noté S et un segment violet que j'ai noté L. Si je déplace, regardez, alors ça c'est ce qu'on va appeler un levier, d'accord? Avec un point de levier qui est ici
et on a du coup un bras long, si vous voulez, et un bras court, un bras de levier de chaque côté. Et ben, si je déplace, regardez mon point, et que je me place là. Ici, je suis en début de fusion. Je viens juste de commencer ma fusion. Et ben, mon segment vert, il sera très grand, alors que mon segment violet sera tout petit. Or, je suis en début de fusion. Et ben, ça veut dire que ce segment vert, dont la longueur va progressivement diminuer, et ben, c'est un segment qui représente finalement le solide. Alors qu'ici, de ce côté-là, on voit bien que le segment violet va avoir sa longueur qui va augmenter au cours de la fusion. Et ben, ça veut dire que ce segment violet, il représente finalement le liquide. Donc, pour faire mon taux de fusion, et ben, j'ai juste à mesurer avec mon double décimètre la longueur de S, la longueur de L, et de faire le rapport, la longueur qui représente le liquide sur la longueur qui représente le solide plus la longueur qui représente le liquide. Donc, ça veut dire que j'ai à faire cette longueur-là sur cette longueur-là fois 100 et j'obtiens du coup ici un taux de fusion de 45%, ce qui est déjà un très beau taux de fusion, assez peu, difficile à obtenir dans la nature. Là, eh ben, regardez ici, quand je suis ici, si je prends mon mélange ici à ce niveau-là, eh ben, j'ai quasiment pas, on peut dire que j'ai pas finalement de segment violet et j'ai qu'un segment bleu. Donc, je suis à 0% de fusion. Ici, je vois bien que mon segment violet est un peu plus grand que mon segment vert. Donc là, je suis à 20% de fusion et ainsi de suite. Donc, cette diapositive-là, elle vous montre, voilà, elle montre cette méthode du levier qui est quelque chose d'assez intuitif. Est-ce que ça, c'est compris pour déterminer graphiquement un taux de fusion? J'ai pas compris pourquoi le solide il est à gauche et le liquide il est à droite. Il n'y a pas de raison. C'est pas. Comment je sais? Tu parles de liquide ou du liquidus ou du solidus? Tu parles pas du. Par rapport aux flèches pour le taux, comment c'est que le solide il est à gauche? Donc Laura, c'est ça en fin de compte. Pourquoi j'ai mis S là et pourquoi j'ai mis L là? C'est ça? Oui. Ouais, mais regarde ici, c'est ça. Là, ça te montre quelque chose qui est c'est intuitif en fait. C'est l'évolution de la barre de la longueur de ces segments. Si tu prends, regarde ton mélange ici. Tu vois où je pointe ma souris là? Tu la vois? Je vois pas la souris. Ah, vous voyez pas ma souris? Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Non. Non? Alors, du coup, c'était compliqué parce qu'à mon avis, vous avez suivi, mais tout en aveugle, puisque j'ai fait ma démonstration. Alors, je vais passer sur autre chose. Hop. Je vais prendre. Tac. Est-ce que là, vous voyez mon diaporama? Oui. Oui. Alors, hop, attendez, je vais regarder ça. Là, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Oui. D'accord. Alors, regarde, si je me place à ce point-là, Laura, tu vois, là, par exemple, si je me pointe là, ça veut dire que mon solide, il est simplement 1000 degrés. D'accord? Je monte en température. Donc là, mon mélange, il est toujours solide. Et quand j'arrive à ce point-là, on débute la fusion. Donc ça veut dire que la fusion, elle est à 0% ou à 0,00001%. Et ben, le segment qui est important, c'est ce segment que j'ai mis en vert. Je monte encore en température mon mélange. À ce moment-là, je m'arrête, il est là. Tu vois bien que le segment qui est vert, il a diminué de longueur. Et est apparu le segment violet. Je monte encore en température mon mélange. Mon mélange, il était là, à 1300. Je le monte à 1400. Ben, je vois que mon segment vert, il a encore diminué de longueur. Et mon segment violet, il a encore augmenté de longueur. Et enfin, je me place ici.
un petit peu moins de 1450. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que mon segment vert a encore diminué et mon segment violet a encore augmenté. Et quand je me place ici à 1470, c'est-à-dire au niveau finalement de la fusion totale, je n'ai plus que le segment violet. Que représente du coup ici? Quand je monte en température, je suis d'accord que je fais de la fusion. Donc ça veut dire qu'au début, je suis à 0, puis à 1%, puis à 3, puis à 5, puis à 10, puis à 20, puis et ainsi de suite. J'augmente jusqu'à 100% de fusion. Et ben, le segment qui est vert, finalement, il représente, puisque sa longueur diminue jusqu'à disparaître, il représente finalement le solide qui est en train de fondre et qui diminue de volume. Donc, ça représente finalement la restite qui progressivement disparaît. Le violet, lui, puisque ce segment, il apparaît, il devient de plus en plus important en termes de longueur, ça veut dire qu'il représente le liquide qui apparaît et qui devient après unique. Hein, il ne reste plus que du liquide quand je suis en fusion totale. Donc, quand je veux calculer un taux de fusion, par exemple à une température donnée, 1400 degrés, je trace ma droite, je prends mon point de levier qui est ici et qui correspond du coup à la composition de mon mélange. Mon mélange était bien N60 ou AB40. Et j'obtiens un segment à gauche et à droite. À gauche, c'est le solide. À droite, ça représente le liquide. Et bien là, on voit bien que la longueur du solide est encore un peu plus importante que la longueur du liquide. Ça veut dire que je suis à un peu moins de 50% de taux de fusion. Avec mon double décimètre, je peux mesurer ces deux longueurs et faire ce calcul-là et j'obtiens à ce moment-là 45%. J'obtiens une valeur précise. Effectivement, je suis un peu en dessous de 50%, mais précisément à 45%. Est-ce que tu as compris, Laura? Oui, merci. C'est bon? Est-ce que d'autres ont des questions? Alors, je vais repasser du coup avec mon écran pour avoir le diaporama. Alors, ici, sur ce diaporama, eh ben, on vous demandait, je crois qu'on vous demandait, grâce aux formules de l'albite et de l'anortite, d'éterminer l'évolution des teneurs en silice, donc SiO2, et en alcalin, Na, du liquide lors de la fusion partielle. J'aurais dû mettre Na2O d'ailleurs, plutôt dans ma question. Et bien, regardez, ici, j'avais un solide initial, hein, une roche-mère qui était AN60. Et je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma première goutte de liquide, elle était à AN22. D'accord? Ça veut dire que ma première goutte de liquide, en fait, elle est plus proche du pôle AB, hein, et donc plus loin du pôle AN que mon mélange initial. D'accord? Mon mélange initial, il est AN60, on passe à AN22. Et il était AB40 et on passe à AB78. Ça veut dire que ma première goutte de liquide, finalement, elle est très enrichie finalement en albite. Et mon albite, quand je regarde la formule de l'albite par rapport à la formule de l'anortite, eh ben, on voit que j'ai du sodium à la place du calcium, mais c'est que j'ai un seul AL alors qu'ici j'en ai deux. Et ici j'ai 3 Si alors qu'ici j'en ai que 2. Et après j'ai O8 et O8, donc la même chose pour l'oxygène. Donc ça veut dire que quand je suis proche de l'albite, eh ben, j'ai quelque chose forcément qui a une composition plus importante, plus riche en Na et en Si, et du coup plus pauvre en Al. D'accord? Et du coup, bien évidemment, en Ca. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Mon pôle ici, il est plus riche en CaO et en Al2O3. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je fais ma fusion, eh ben, j'obtiens une première goutte de liquide qui est très enrichie en Na2O et en SiO2 et du coup qui est appauvrie mécaniquement en CaO et en Al2O3. Et au cours ensuite de ma fusion, je vois bien que mon liquide, il fait ce trajet-là.
Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais fondre, eh ben, l'enrichissement en Na2O et en SiO2 s'amoindrit. C'est-à-dire, en gros, je vais avoir proportionnellement de moins en moins de Na2O et de SiO2 en termes de pourcentage. Et par contre, l'appauvrissement et au contraire, je vais enrichir mon liquide du coup en CaO et en Al2O3 puisque je me rapproche du pôle anorthite, hein, puisque je fais ce trajet-là. Donc en gros, l'enrichissement en Na2O et en SiO2 va être de moins en moins important. Ce sera vrai aussi pour l'appauvrissement Ca2O et en Al2O3. Et tout simplement parce que mes deux constituants CaO et Al2O3, donc l'oxyde de calcium et l'oxyde d'aluminium, arrivent dans le liquide. Et à la fin de la fusion, quand j'ai une fusion totale, je suis revenu à la même composition que mon mélange initial, que mon solide initial. Est-ce que ça, vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Comment on sait que c'est Na2O et CaO? Alors ça, c'est juste dans les tableaux. Regarde, si je remonte, bon, moi, je le sais, si tu veux, parce que regarde, à force de regarder les tableaux chimiques, des compositions chimiques, alors, où j'en avais un? Non, j'en avais pas sur ce diaporama-là. Hop. Attendez, je vais couper ça. Et je vais aller chercher mon diaporama. Tac, 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 ouais, c'est ça. Hop. Tiens, là, tu vois, c'est un extrait de l'exercice 4 qu'on va faire dans ce chapitre-là. Et quand tu as des compositions chimiques, hein, donc autrement dit, des compositions normales de roches, hein, en fait, tu vois, c'est toujours une composition donnée en oxyde. Donc, on ne te donne pas le pourcentage de Si, de Ti, de Al, de Fe, de Mg. On te donne toujours sous la forme d'oxyde. Hein, c'est comme ça en géologie. Et en fait, tu vois, à force de regarder ces graphiques-là, je sais que c'est CaO, que c'est Na2O, que c'est K2O, que c'est MgO, que c'est FeO, hein, mais c'est pas quelque chose qui est à savoir, si tu veux. En fait, toi, l'idée, quand on te dit justement, si je reviens sur ta question, quand on te disait hein, déterminer la composition en… Alors, elle est où? Hop. Quand on te dit justement déterminer la composition de SiO2 ou de Na2O, en fait, la composition en silice ou en alcalin, en fait, il faut que tu prennes la composition Na et Si, ou si tu sais, c'est NaO et SiO2, mais ce qui compte surtout, c'est Si et Na. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien, merci. Alors, si je fais du coup, si je reviens à la fin de mon diaporama, du coup ici, grâce à ces formules, du coup, si je dois déterminer l'évolution de la teneur en SiO2 et en NaO, ce que je vais pouvoir dire, c'est que, en fin de compte, mon liquide, au fur et à mesure que je vais avoir une composition, enfin, au fur et à mesure de la fusion partielle, mon liquide, il va finalement devenir de moins en moins riche finalement en sodium, en Na, et de moins en moins riche en Si. Hein, tout simplement par l'arrivée de Ca et de Al, d'accord? Donc, soit tu manipules simplement les éléments chimiques, soit tu manipules les oxydes si tu veux être plus rigoureux. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir, regardez, je vous montre rapidement
un exercice 2 avec justement, vous voyez bien que le diagramme de phase est complètement différent. C'est pas du tout un œil de chat, mais il y a la présence d'un E, c'est-à-dire d'un eutectique. Donc là, cette fois-ci, dans ce diagramme de phase, alors attention, regardez, le solidus, il est un petit peu particulier puisque le solidus, regardez, il est en vert et vous voyez bien qu'il remonte ici. Donc ici, de la même façon, si vous prenez le diopside qui est un pyroxène, ici, en fin de compte, sa température de fusion et sa température de cristallisation sont les mêmes. Donc, il s'agit d'un corps pur. Ici, l'anorthite a aussi une température de fusion et de cristallisation qui sont les mêmes, mais qui sont différentes de l'autre. Donc, ici, il s'agit aussi d'un corps pur. Par contre, entre les deux, vous verrez que quand on fera la cristallisation, par exemple, quand on partira d'ici et qu'on ira ici de ce mélange-là, si je veux du coup projeter, quand je projetterai sur le solidus, j'obtiendrai des compositions en fin de compte de corps purs. Autrement dit, quand je ferai la cristallisation, j'aurai toujours du diopside et de l'anorthite, j'aurai jamais de composés intermédiaires. Donc mes deux phases, mes deux minéraux en phase solide, ils seront non miscibles, alors que tout à l'heure ils étaient miscibles. Donc vous avez en fait cet exercice-là à travailler. Et vous me travaillez bien ça puisque demain, du coup, on sera en diagramme ternaire, ce qui sera encore un petit peu plus compliqué que ce diagramme binaire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir bien compris déjà le diagramme binaire de série isomorphe, donc quand les minéraux sont miscibles à l'état solide. Aujourd'hui, le diagramme binaire de minéraux non miscibles à l'état solide avec un eutectique. Et puis demain, on fera du coup un diagramme ternaire où on mélangera à la fois de la série isomorphe et des minéraux non miscibles. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, si vous n'avez pas compris, vous me le dites et du coup, je refais une petite séance d'audio. Pas forcément en classe entière, mais par petits groupes pour vous expliquer ça. D'accord? Et le temps, du coup, vous avez aussi pas mal de temps pour faire la synthèse. Vous n'oubliez pas cette synthèse. Elle doit être forcément manuscrite. Je vous ai redonné des consignes ce matin. Je vous souhaite du coup une bonne journée.